Des créateurs d'ici et d'ailleurs, écrivains, musiciens, cinéastes et plus encore, nous partagent leurs œuvres dans un esprit d'échange interculturel et de convivialité. Nous naviguerons à travers les imaginaires, au-delà des frontières et des différences. Bienvenue au podcast Des idées et des ailes. Mon nom est Mourad Ben Zidane, votre animateur du podcast Des idées et des ailes pour échanger sur des sujets culturels d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir Lise Gauvin, une figure incontournable de la littérature francophone. Essayiste, nouvelliste et critique littéraire, elle compte à son actif une trentaine d'ouvrages qui ont marqué le paysage littéraire québécois et francophone. Pendant près de 20 ans, elle a signé la chronique des lettres francophones dans le journal Le Devoir et a enrichi les émissions culturelles de Radio-Canada en tant qu'animatrice et critique. Professeure émérite au département de littérature de langue française à l'Université de Montréal, qu'elle a dirigé d'ailleurs de 1999 à 2003. Elle a également occupé les fonctions prestigieuses, notamment celle de présidente de l'Académie des lettres du Québec en 2008. Membre fondatrice du Parlement des écrivains francophones, elle a consacré sa carrière à l'étude des liens entre langue et littérature, contribuant ainsi à une meilleure compréhension des littératures francophones et de leur inscription dans l'espace social. Pionnière dans son domaine, Lise Gauvin a dirigé plusieurs numéros de revues et rédigé de nombreux articles qui ont façonné la réflexion sur la langue et la littérature. On lui doit notamment le concept de surconscience linguistique de l'écrivain francophone qui éclaire la relation singulière entre la création littéraire et les dynamiques linguistiques. Une rencontre inspirante avec une intellectuelle engagée et une voix essentielle de la francophonie. Bonne écoute. Lise Gauvin, bonjour et bienvenue à Des idées et des ailes. Bonjour. Vous nous faites l'honneur par votre présence aujourd'hui. Et avant d'entamer l'échange, permettez-moi de vous présenter aux auditeurs et auditrices. Vous êtes professeur émérite au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal, que vous avez d'ailleurs dirigé de 1999 à 2003. Bien sûr, aujourd'hui à la retraite, mais vous avez le titre de professeur émérite. Quand ils ont besoin de vous, ils vous font appel. Également, essayiste, nouvelliste et critique littéraire, à votre actif une trentaine d'ouvrages. De plus, vous avez été responsable de la chronique des lettres francophones dans le journal Le Devoir durant une vingtaine d'années et avez collaboré régulièrement aux émissions culturelles de Radio-Canada à titre d'animatrice et de critique. Vous avez occupé plusieurs fonctions, dont celle de présidente de l'Académie des lettres du Québec en 2008. Également, vous êtes membre fondatrice du Parlement des écrivaines francophones. Lise Gauvin, vous avez fait œuvre de pionnière dans le domaine des études littéraires francophones, où vous êtes intéressé au mode d'inscription de la littérature dans l'espace social, plus précisément au rapport entre la langue et la littérature au Québec, et dans les diverses littératures de langue française. Vous avez dirigé plusieurs numéros de revues et écrit plusieurs articles sur ce sujet. On vous doit d'ailleurs, et notamment, le concept de surconscience linguistique de l'écrivain francophone. On va y revenir durant l'échange. Directrice de la revue Études françaises de 1994 à 2000, vous étiez membre du comité de rédaction de la revue Possible, au pluriel, de 1986 à 1996 et de la revue américaine Québec Studies de 1989 à 1993. Vous êtes membre de 2 jurys internationaux des prix littéraires. J'ai nommé celui du prix Carbet des Caraïbes et celui du prix Senghor. Vous êtes membre des Académies des lettres du Québec ainsi que celle du Canada. Pour votre engagement envers la langue française et la francophonie, vous avez obtenu plusieurs distinctions et prix, parmi lesquels un doctorat honorifique de l'Université de Moncton en 2010. En 2015, vous êtes nommé officière de l'Ordre national du Québec.
De plus, vous avez obtenu le prestigieux prix Georges-Émile Lapalme en 2018. Et finalement, en 2020, l'Académie française vous a remis la grande médaille de la francophonie. Lise Gauvin, si vous deviez choisir un mot, lequel pourrait le mieux décrire votre œuvre durant toutes ces années et pourquoi? En fait, c'est pas facile de choisir un mot, mais moi, je pense que je dirais le mot curiosité, parce que ça renvoie à un désir d'apprendre. Moi, je suis constamment en état d'apprentissage et j'aime apprendre, connaître des mondes nouveaux, et cela à travers la littérature, sous toutes ses formes, sous tous ses aspects. Donc, je crois que ce serait le mot qui caractérise en tout cas mon œuvre, enfin, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Cette curiosité des mondes, de la diversité du monde. Très bien. Dans votre dernier livre, Créer, écouter, portrait d'artiste et d'écrivain, paru à Mémoire d'Encrier. D'ailleurs, nous remercions les éditions Mémoire d'Encrier ainsi que les éditions Leméac d'avoir collaboré donc avec le podcast Des idées des ailes. Vous présentez dans ce livre, Créer, écouter, portrait d'artiste et d'écrivain, 8 portraits et des entretiens que vous avez tenus avec les écrivains Marie-Claire Blé, Édouard Glissant, Assia Djebbar, Gaston Miron, Joséphine Bacon, Anne Magnan et Anne Hébert et bien sûr l'artiste peintre Jean-Paul Riopel. En première page, vous écrivez que ces êtres ont suscité votre admiration en raison de leur capacité d'admirer, leur qualité d'écoute, leur façon de favoriser autour d'eux une atmosphère propre à la création et la générosité de leur accueil. Y aurait-il un autre trait commun chez ces êtres particuliers? En fait, il y en aurait quelques-uns. Pour eux, la création, c'était un art de vivre. C'est-à-dire que ça engageait toute leur vie. Je pense que c'est ça qu'ils avaient en commun. Mais aussi, c'est qu'ils avaient toujours un projet en gestation. Ils étaient toujours en train d'inventer quelque chose. Ce n'était pas nécessairement une œuvre littéraire ou artistique, mais Riopel, par exemple, avait des idées pour utiliser l'île aux oies qu'il fréquentait régulièrement. Il voulait faire un élevage des escargots. C'était un de ses projets. Mais parmi ses projets, il y avait aussi toujours quelque chose à faire avec la peinture et les artisans locaux, par exemple. C'est un être qu'il admirait beaucoup, qui était un fabricant de mouches artificielles. Et avec lui, il avait le projet de faire une sorte d'exposition, enfin, de faire des travaux, des textes, des gravures à partir de ces mouches. Mais il l'a fait, mais jusqu'à un certain point. Mais l'autre chose qu'ils avaient en commun, c'est une grande fidélité en amitié. C'était des gens, tous, qui avaient un grand respect de l'amitié, en plus de leur générosité, la générosité de leur accueil. Mais des gens qui étaient prêts toujours à aider, toujours je sais pas, en fait, toujours prêt à revoir des amis, à faire des choses, à aider des amis, etc. Mais je crois que la grande caractéristique, c'est quand même que pour eux, la création était la vie. Ce n'était pas une partie de la vie, c'était leur vie. Oui, une chance... En aparté, je vous ai dit que c'était une chance de fréquenter tout ce beau monde ici au Québec et à l'international. C'est des illustres écrivains et Jean Riopel est un illustre artiste peintre et qui a laissé un legs pour le Québec et pour l'ensemble de l'humanité. Et donc... c'est une chance que vous les ayez connus et qu'aujourd'hui vous puissiez témoigner de ces échanges privilégiés, en plus bien sûr de tout le travail auquel vous avez participé et par la suite vous êtes devenu
une actrice importante, notamment avec l'organisation de divers colloques et séminaires et autres organisations de la francophonie. En avant-propos, vous dites que vous êtes reconnaissante envers Dany Laferrière. En voilà une illustre personnalité à qui vous dédiez cet ouvrage d'ailleurs. C'est lui qui vous a suggéré l'idée de raconter vos rencontres avec ces autrices et auteurs qui vous ont marqué particulièrement. Moi, j'aimerais revenir sur des éléments. Donc, c'est vous qui l'écrivez dans ce livre. La question de l'écoute chez Assia Djbar, qui en fait le sujet de son œuvre pour créer un espace de parole pour les siens. Gaston Mirand, le tonitruant, mais ayant toujours le mot poétique et juste. Jean-Paul Riopel, le silencieux et résolu à dessiner une cartographie du réel avec des formes aux contours inédits. Joséphine Bacon, qui est à la recherche d'une parole généalogique et le même besoin de rapailler une culture amérindienne menacée de disparition. Et finalement, Marie-Claire Blais, un être plus remarquable de bienveillance et de fidélité, à un métier d'écrivain qu'elle considérait comme étant la plus haute destinée qu'un humain pourrait avoir. Oui, je remercie Dany Laferrière qui m'a lancée sur cette piste-là parce que, à vrai dire, j'aurais peut-être pensé, mais j'aurais peut-être pas osé parce que ce sont des gens extrêmement... ce sont des personnages, en fait, pas seulement des artistes, mais ce sont des gens remarquables que j'ai eu le privilège de fréquenter. Mais j'ai fait des entretiens avec eux, j'ai fait différentes choses, mais jusqu'à faire leur portrait, je n'aurais peut-être pas osé me lancer dans cette aventure. Et je remercie Dany Laferrière, qui lui-même est un être admirable, et je le remercie de m'avoir lancé sur cette piste-là, et ce qui m'a permis de faire ce que j'appelle des exercices d'admiration. Alors, mes portraits sont des exercices d'admiration. Voilà. C'est vrai. D'ailleurs, quand vous nous parlez de votre rencontre avec Jean-Paul Riopel, la rencontre à l'île aux Oies, et notamment c'est l'île. J'aimerais bien que vous nous racontiez un peu cette rencontre, notamment pour ce qui est de votre collaboration autour de son exposition consacrée aux oies, donc qu'il avait inspirée, et dont l'exposition a eu lieu à la galerie Maït Le Long à Paris. Oui, ça c'est une belle histoire. En fait, c'est une rencontre qui est née du hasard. Nous avions, mon mari et moi, une maison. En fait, nous avions repris le manoir de l'île aux Grues, qui était à moitié en ruine, et nous travaillions à le rénover et à le restaurer, à le rendre habitable. Et à un moment donné, dans ma cuisine, j'étais en train de faire le ménage, et puis quelqu'un frappe à la porte, et c'était Jean-Paul Riopel qui venait chercher un transformateur qui était dans une grange. Et alors, je l'ai reconnu, évidemment. Lui, il venait chaque année séjourner pendant le temps de la chasse à l'île aux Oies, parce qu'il faisait partie du club de l'île aux Oies. Et là, il était venu chercher quelque chose à l'île aux Grues, au manoir de l'île aux Grues. Et ce manoir qu'il a acheté depuis, en fait, le manoir a eu plusieurs propriétaires après nous, quelques-uns, et Riopel, et il l'a acheté plus tard, et il est même décédé dans ce manoir. Donc, c'est un manoir qui est chargé de signification pour lui. Et il y a eu des relations, enfin, on est devenus amis, et il nous invitait dans la maison qu'il habitait à l'île aux Oies. Il venait à l'île aux Grues, et d'une fois à l'autre, il avait demandé des textes pour son exposition sur les oies. Alors, il voulait des contes amérindiens, des contes esquimaux. Je lui en ai trouvé un ou deux, puis ensuite, il m'a demandé un texte, et finalement, j'ai collaboré à cette exposition dans un numéro de la revue Repère, numéro 9, consacré aux oies, qui est aussi une présentation de son exposition, et qui a été
intégré à l'album Cap Tourmente de Riopelle qui a été présenté à ce moment-là, en 1983. Et j'ai continué à voir Riopelle. J'ai fait ensuite un entretien d'1 heure avec lui pour Radio-Canada. J'ai fait aussi d'autres textes pour lui. Et c'était vraiment un être remarquable, plein d'imagination, toujours en train d'inventer des choses. Il s'intéressait à la pêche et il fallait trouver, par exemple, le traité d'une religieuse du 14e siècle sur la pêche, sur la pêche à la mouche. Et je pensais qu'il fabulait. Mais ça existait. La religieuse, elle n'était pas portugaise, mais elle était anglaise et elle avait écrit un traité sur l'art de la pêche comme l'art du bonheur, enfin, une forme de bonheur. Et j'ai trouvé l'exemplaire, finalement, un facsimilé de l'exemplaire, et je lui ai apporté. Mais il avait comme ça des idées absolument qui paraissaient peut-être étranges à première vue, mais qui correspondaient à une logique très particulière qui lui appartenait, et c'était toujours une logique liée à son art. Et c'est un art qu'il a renouvelé constamment. On l'a vu d'ailleurs, à quel point il a pu renouveler sa peinture et à partir du non-figuratif absolu jusqu'à peindre des oies et tout, mais toujours à sa manière à lui. Et l'île aux oies, c'est dans quelle région du Québec? C'est juste en face de Montmagny. Okay. Il y a 2 îles jumelles en face de Montmagny qui sont l'île aux grues et l'île aux oies. Okay. Et ça fait partie d'un archipel d'îles. En face de Montmagny, proche de Québec. Proche de Québec, parfait. Marie-Claire Blais, L'amie prodigieuse. En 1959, parut son premier livre, La belle bête, qui étonne et séduit la critique du journal américain New Yorker. 60 titres plus tard, elle obtint le prix Médicis. Vous écrivez que son œuvre est immense, décrivant un monde de contraintes et de contradictions. C'est un monde fabuleux. Elle a eu le prix Médicis en 1966. C'est tout de suite après, peu après son premier livre. C'est avec Une saison dans la vie d'Emmanuel. Et elle n'a pas cessé d'écrire. Et elle dit dans un de ses livres, Les manuscrits de Pauline Archange, que si elle n'avait pas écrit, elle aurait eu l'impression de n'avoir existé pour personne. Et alors, c'est vraiment une vie dédiée à l'écriture. Elle vivait pour l'écriture. J'ai eu le plaisir de faire des entretiens avec elle. J'ai publié un livre d'entretien avec elle. Et ces entretiens ont eu lieu dans 4 lieux qu'elle a fréquentés. C'était Paris, Montréal et Key West. Et j'ai vu... Key West au sud de la Floride. Oui, c'est ça. Elle vivait là. C'est là qu'elle est décédée. Elle vivait là depuis plusieurs années. Et elle vivait vraiment pour son écriture. Toute la journée était consacrée à ça. Et elle a fait une œuvre remarquable. Et elle aussi, elle a réussi à renouveler son œuvre, surtout à partir de la série qui a commencé avec le titre « Soif ». Elle a publié cette série de 10 romans qui représentent un monde, en fait. C'est une sorte de... Ce sont des histoires qui se passent dans un milieu qui aurait pu être un peu partout, mais qu'elle situe aux États-Unis, les milieux de créateurs, de gens de tous les milieux. Et c'est une sorte je sais pas comment dire ça, mais c'est un milieu où elle fait défiler le monde entier, les personnes, un ensemble de personnages de tous les milieux, de toutes les allégeances et tous les métiers. Et elle a une phrase absolument remarquable, une phrase qui rappelle un peu celle de Virginia Woolf, qui est une de ses auteurs préférés, mais elle a fait une œuvre monumentale. Et toute sa vie était dédiée à l'écriture.
Et cette femme était aussi d'une générosité et d'un accueil extraordinaire. Et je l'ai fréquentée depuis très longtemps, depuis notre jeunesse. Et Vous êtes connue à l'université, oui, à l'université. à Nous Montréal. nous voyions très peu, mais même si on ne se voyait pas pendant 3 ou 4 ans, on se retrouvait toujours comme si on s'était quitté la veille. Voilà. Très bien. Pour parler d'un autre auteur aussi qui est inclus dans ses portraits, Édouard Glissant, le visionnaire errant, en 91 à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Vous êtes recruté au comité de rédaction de la revue Carbet, l'occasion de votre première rencontre avec Édouard Glissant, qui était président du jury qui a attribué le prix Carbet à un certain Dany Laferrière pour son livre L'odeur du café. Oui, en fait, je connaissais Glissant déjà parce qu'il était venu au Québec et je l'avais entendu dans des conférences à différents endroits. Mais ce sont les membres de la revue Carbet qui m'ont demandé de faire partie du jury. Mais j'ai fait partie de ce jury à partir de 1991 et j'en fais encore partie. Le prix existe toujours. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer Glissant à ce moment-là. On discutait des œuvres, des œuvres de l'année, des textes publiés dans l'année. Et je suis très fière d'avoir soutenu la candidature de Dany Laferrière qui était vraiment remarquable parce que Dany Laferrière a eu, je crois qu'il était le 2e à recevoir le prix Carbet qui avait été créé en 1990, qui avait été donné à Chamoiseau, à Patrick Chamoiseau. Et je crois que c'est Dany Laferrière qui l'a eu l'année suivante. Et alors, je pense que c'était un très bon choix, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Vous étiez vraiment visionnaire quand on sait la stature de Dany Laferrière dans le monde aujourd'hui, notamment sa présence à l'Académie des Lettres à Paris. D'ailleurs, c'est lui qui a présenté ma candidature. C'est lui qui a soutenu ma candidature. C'est pas lui qui l'a présentée, mais il l'a soutenu. Il a fait le texte de présentation lors de la cérémonie à l'Académie, à laquelle j'ai pas pu assister parce que c'était pendant la pandémie. Ah, bon. Je poursuis mes commentaires pour parler d'une autre autrice, Assia Djebar. La femme récit qui a toujours été l'écouteuse des voix jusque-là restées inaudibles pour les faire advenir au statut de parole écrite et par là même transmise aux générations à venir. Vous écrivez qu'il est des livres que l'on quitte à regret, avançant dans leur lecture comme avec des compagnons de route très sûrs, capables de transformer par leur seule présence le hasard et l'imprévisible en nécessité de parcours. Vaste est la prison d'Assia Djebar et de cela. Oui, c'est un très beau livre. Mais tous les livres d'Assia Djebar sont extraordinaires. Elle a commencé par écrire Femmes d'Alger dans leur appartement. Et alors, elle prend le tableau, le célèbre tableau de Delacroix, et elle fait parler les femmes. Elle les écoute. C'est une écouteuse. Elle les écoute. Elle s'imagine qu'elle parle, ces femmes. Elle fait des récits autour de leur vie et elle leur donne la parole, peut-être pas directement, mais elle est l'écouteuse. Moi, je dis qu'Assia Djebar, elle est un peu comme Sherazade, mais elle est encore plus comme Dinarzade, qui est la sœur qui écoute. Et dans ce livre-là, elle raconte des destins de femmes. Sa grand-mère, sa mère, et elle parle aussi des langues, de l'alphabet perdu de la langue berbère. C'est aussi un livre qui porte sur les langues, le rapport aux langues, l'arabe, et disons qu'elle réfléchit à voix haute sur justement son rapport à la langue qui est assez complexe. Parce qu'elle navigue entre différents niveaux de l'arabe classique, l'arabe dialectal, et ensuite le français, et aussi le berbère, qui est une langue perdue et dont on n'a que quelques traces. Et donc, elle parle du sort des langues. Elle parle aussi du sort des femmes, des destins des femmes. Elle fait des récits.
Et elle dit notamment, elle parle de l'interdit sur le corps des femmes, tellement intériorisé qu'on finit par ne plus le voir. Alors c'est vraiment assez touchant. Mais toute son œuvre porte comme ça, sur la vie des femmes et à travers la langue française. D'ailleurs, quand j'étais responsable de la revue Études françaises, nous lui avions donné le prix de la revue Études françaises pour un recueil d'essais qu'elle nous avait offert pour ce prix, qui s'appelle « Ces voix qui m'assiègent ». Alors, ces voix qui l'assiègent, ce sont celles des femmes, ce sont celles aussi des langues, et c'est tout ce passé qu'elle essaie de retrouver, mais avec une certaine distance. Et par rapport à la langue française, elle essaie de trouver dans la langue française une ombre perdue de l'autre langue, de l'arabe, ou peut-être aussi du berbère. Donc, il y a une grande complexité dans ces romans, complexité de structure aussi, complexité de personnages. Et il y a plusieurs romans. Alors, oui, je pense que c'est une œuvre monumentale. Oui. Le long entretien qu'elle vous a accordé est publié dans ce titre. Oui, parce que dans mon livre, il y a une partie de portraits et une partie dans laquelle je reprends des entretiens que j'ai eus avec ces admirables créateurs et que j'ai eu l'occasion de rencontrer pour des entretiens comme pour Radio-Canada, ou pour d'autres occasions. Très bien. D'Alger, nous reviendrons donc à Montréal et à Québec. Gaston Mirand, le poète de l'intranquillité, que vous rencontrez en 1970 à la parution de son œuvre majeure, L'homme rapaillé, qui renvoie aux angoisses identitaires de son temps, d'ailleurs toujours irrésolues, une œuvre que vous qualifiez d'intranquillité, en cela emblématique de la littérature québécoise. Oui, il y a beaucoup à dire sur Gaston Miron. C'était un phénomène, hein, le phénomène Miron. C'était quelqu'un qui parlait beaucoup, on l'appelle le haut-parleur. Il avait le verbe haut et il défendait autant qu'il pouvait le statut du français, de la langue française au Québec. Et c'est en cela que au départ, il a fait œuvre d'intranquillité, c'est-à-dire que toute sa vie, il a été militant, presque un peu malgré lui, parce qu'il dit que le militantisme l'éloignait de la poésie. Mais en même temps, il y avait on pourrait dire, une certaine méfiance de la poésie chez lui, et parce qu'il hésitait toujours à figer quelque chose, un poème. Un poème, pour lui, c'était toujours un work in progress. Il était toujours en train de retravailler ses poèmes, parce qu'il y avait toujours, d'après lui, des vers en souffrance. Et alors, il voulait toujours... le poème était quelque chose de vivant qu'il revoyait. Il y a eu 8 éditions, si je ne me trompe pas, de L'homme rapaillé. Oui, oui. Moi, j'ai reçu une édition en 2012. Il est décédé en 2016. Et une édition avec une des dernières éditions, peut-être la dernière de son vivant, dédicacée. Et il avait écrit en dessous du titre « Édition non définitive ». Et il a des corrections à la main sur ses poèmes. Wow. Et j'ai encore cette édition-là. Il était toujours... Et puis aussi intranquille parce que, disons que, comme tous les écrivains québécois, il faut inventer sa propre langue d'écriture dans un contexte qui est quand même multilingue. Il y a la présence de l'anglais, il y a la présence des variantes du français. Lui-même se disait un variant français. La langue québécoise n'est pas une langue différente du français, mais c'est une variante du français. Et puis aussi, écrire pour lui, c'était vraiment comme une souffrance. Moi, je l'appelle le Saint-Sébastien de l'écriture. C'est comme si les mots lui traversaient le corps comme des flèches. Il écrivait avec tout son corps et
Et j'ai eu le plaisir on a fait ensemble une anthologie de la littérature québécoise et on a travaillé pendant 3 ans, qui était commandée par une maison d'édition française. Et on faisait des textes de présentation des écrivains et je le voyais écrire quand on rédigeait ces textes-là, il écrivait sur sa machine à écrire à ce moment-là. Ça a été publié en 89 et réédité ensuite en 98. Et il écrivait, mais il souffrait. Il était toujours en souffrance parce que il cherchait toujours le mot juste, ce qu'il appelait le mot juste. Et comme si il n'était jamais satisfait de ce qu'il écrivait. Et puis, juste un commentaire concernant le titre, cette œuvre majeure de Gaston Mirand, L'homme rapaillé. Pourquoi rapaillé? Parce que, en fait, il s'agit de fragments que le directeur de la revue Études françaises à ce moment-là, qui s'appelait Georges-André Vachon, l'avait convaincu de ramasser. Et rapailler veut dire ramasser la paille qui peut encore servir. Alors, Georges-André Vachon, directeur de la revue, a fini par le convaincre qu'il devait publier, parce que lui ne voulait pas publier. Il publiait des fragments, des textes par-ci, par-là, dans la revue Parti pris, par exemple, ou ailleurs. Et ça a été réuni. Ce sont des textes réunis grâce à l'intervention d'un de mes anciens collègues qui avait cette revue Études françaises, qui avait créé un prix. Le prix de la revue d'Études françaises, à ce moment-là, s'appelait le prix de la francité. Et le prix de la francité a été donné en 1968 à quelqu'un que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Amadou Kourouma, Oui. pour Les Soleils des Indépendances, qui était un manuscrit qui avait été refusé partout en France et que Kourouma avait envoyé comme ça au prix, puis qui a été retenu pour le prix et qui est devenu, ensuite, il a réédité au Seuil, c'est devenu le best-seller du Seuil. Alors, on était déjà tourné vers la francité, la francophonie, et Miron était le deuxième à recevoir le prix de la revue Études françaises pour L'homme rapaillé. Et donc, lui, il ne voulait pas publier. En fait, il n'a publié qu'un seul vrai livre. Il a publié ensuite des courtes pointes, mais c'est beaucoup moins. Je veux dire, c'était quelqu'un qui... C'est ça. C'est un homme de l'oralité. Il s'est engagé par la suite dans une sorte de militantisme. Il y était toujours, oui. Ouais. C'est pas par la suite. Le refus global, il a grandement participé? Non, c'était beaucoup plus tôt. Okay. En 1948, le refus global. Okay. Lui, il s'est engagé surtout comme éditeur. Et il était éditeur de la maison d'édition L'Hexagone. Et là, il publiait les poètes. C'était son travail principal, c'était celui d'éditeur, qui est une maison qu'il a fondée pour publier et qui a publié énormément de livres, qui a créé en quelque sorte la littérature québécoise à ce moment-là, à partir des années 50. Littérature de l'intranquillité. Y aurait-il une littérature de la tranquillité ou... Non. Toute littérature est une littérature de l'intranquillité. D'ailleurs, la première fois que j'ai osé parler de ça, parler de littérature de l'intranquillité, j'ai été un peu interpellée par Marie Scondé, qui a dit « Oui, mais toute écriture est de l'intranquillité. On écrit parce qu'on est intranquille, c'est sûr. C'est la profession d'écrire, d'être intranquille, c'est la profession. Mais je pense qu'il y a des degrés dans l'intranquillité. » C'est ce que je lui ai répondu. Okay. Et je pense que la situation de l'écrivain francophone est intranquille d'emblée. C'est-à-dire que, d'abord, elle est intranquille parce qu'il doit choisir sa langue d'écriture dans un contexte multilingue, dans un contexte où les langues sont, sinon en concurrence, en parallèle, il y a toujours un contexte de plurilinguisme, que ce soit au Québec ou ailleurs, quel que soit le statut de la langue française, il est en contact avec d'autres langues. Donc, s'il veut rendre compte de la langue de sa communauté, il y a évidemment à choisir pour...
créer quelque chose de conforme à ce qu'il entend, puis aussi toutes les questions des variantes de langue. Donc, il doit trouver sa langue dans un contexte donné. Et puis aussi, autre chose, intranquille, parce que l'écrivain l'écrivain francophone qui n'est pas dans l'Hexagone, dans la France, disons, qui habite pas la France, il doit créer les conditions de son apparition au monde. Ce sont des littératures qu'on pourrait appeler, pour reprendre une expression de Franz Kafka, des petites littératures, mais pas au sens péjoratif, mais au sens qu'il s'adresse à des publics relativement limités, ou en tout cas déjà un peu plus étroits, puisque nous, par exemple, en Amérique du Nord, les parlants français, les francophones représentent 2% de la population globale de l'Amérique du Nord. Donc, des littératures qui existent, mais surtout pour leur communauté immédiate. Par exemple, l'écrivain s'adresse toujours à deux publics. Et ça s'adresse toujours à un public immédiat, un public plus éloigné. Alors, chaque écrivain veut s'adresser au monde entier. Et alors, il y a le problème des publics, parce que il y a le public immédiat, il y a le public plus large de la francophonie, et il faut qu'il crée les conditions de son apparition sur la scène du monde, en fait. Tout écrivain veut parler à l'humanité entière, c'est sûr. Alors, c'est intranquille pour ça aussi, parce qu'il y a la question des publics. C'est pour ça que ce qui donne naissance, par exemple, à tous des appareils éditoriaux de glossaires, de notes de bas de page, je veux dire, il y a toutes sortes de stratégies là, qui manifestent la conscience de ce public externe à celui où est produit directement l'œuvre. Donc, tout ça, c'est un peu plus compliqué que pour d'autres écrivains. Si on met Notre-Dame de Paris dans un roman, il n'y a pas besoin de mettre une note en bas de page pour dire que c'est à Paris. Mais si on met, je ne sais pas, un autre lieu, si on met, par exemple, Saint-Constant, il faut dire que c'est proche de Montréal, pour que le lecteur puisse comprendre la réalité contextuelle du livre qui est présenté. Alors, tout ça oblige à toutes sortes de ce que Glissant appelle des stratégies de détour dans la narration. Alors, il y a cette question-là. Et puis aussi, il y a une question récurrente dans la littérature francophone, c'est les romans, en tout cas dans les romans, il y a toujours un personnage d'écrivain, pas toujours, presque toujours, des personnages d'écrivains qui sont des doubles de l'auteur, par exemple chez Chamoiseau, il y en a toute une série, et qui se posent la question, qu'est-ce que la littérature, à quoi ça sert, etc. Pourquoi écrire? Alors, il y a toujours non seulement des questions de langue, ce que j'appelle chez l'écrivain une surconscience linguistique. Tout écrivain doit inventer sa langue, mais eux, il y a une surconscience linguistique. Ils doivent choisir entre plusieurs usages d'une langue, des langues, et aussi ils se posent la question toujours de façon sous-jacente, peut-être pas trop explicitement toujours, mais quand même la question des publics, double public, et aussi souvent cette question récurrente, pourquoi écrire? C'est une question qui revient dans les littératures francophones. Donc, une espèce de, c'est ça, une mise en scène de la situation d'écrivain qui est plus explicite là qu'ailleurs. Ce sont des signes récurrents qui font que leur intranquillité est peut-être un peu plus intranquille que celle des autres. Et ce mot-là, je l'ai emprunté à un traducteur de Fernand Pessoa, qui est un écrivain portugais. Okay. Très bien. Pour passer un autre livre, donc D'un monde à l'autre, tracé des littératures francophones, paru chez Mémoire d'Encrier en 2021. Vous rappelez que c'est en 1880, ça fait loin, que le géographe Onésime Reclus a désigné l'ensemble des populations qui utilisent le français. Le terme francophonie s'est maintenu jusqu'à aujourd'hui et renvoie au concept non stabilisé.
hésitant entre le culturel et le politique. Pouvez-vous développer davantage? Oui, ben c'est sûr, c'est qu'il y a une francophonie politique qui, même parfois, inclut des pays où on ne parle pas français. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la francophonie culturelle. Mais même cette francophonie culturelle ou cette francophonie littéraire, elle est très difficile à définir parce que c'est un concept non stabilisé, parce qu'il y a selon le statut qui est accordé au français. Le français est, par exemple, au Québec, une langue maternelle. C'est comme ça aussi en Belgique, en Suisse. Mais le français est une langue d'usage ou une langue officielle dans d'autres pays, comme par exemple ou dans les Antilles, dans tous les pays jadis coloniaux. Et le français peut être aussi une langue d'élite dans certains pays d'Europe. Donc, il y a un statut différent du français selon les pays. Mais c'est pour ça qu'il faut relativiser cette notion de francophonie. La francophonie littéraire, on la comprend, on la connaît, mais par exemple, il y a eu un salon du livre à Paris consacré aux écrivains francophones en 1986, et les écrivains antillais n'étaient pas invités parce qu'ils étaient français. Donc, quand même, je pense qu'on la crée. Il y a une communauté d'écrivains qui écrivent en français, et je pense que dans la francophonie, il y a ceux qui sont moi, je pense que la francophonie englobe tous les écrivains qui écrivent en français, mais il y a quand même une francophonie un peu spéciale qui inclut ceux qui ne sont pas en France. Il y a ceux qui écrivent en France, puis il y a aussi les autres. En général, c'est ça qu'on entend par francophonie. Mais ce qu'il y a de commun entre tous ceux qui sont en France, c'est que qui sont pas en France, c'est qu'il y a ce besoin, cette nécessité de penser la langue d'écriture, de trouver sa langue d'écriture dans un contexte multilingue, parce que toutes ces francophonies-là sont en contact avec d'autres langues. Dans votre essai « La fabrique de la langue » de François Rabelais à Jean Ducharme, vous avez élaboré une synthèse sur les usages et les représentations de la langue à travers 5 siècles de littérature. Le magazine français Le Nouvel Observateur a écrit ceci: « Cet essai, s'intéressant aux échanges entre code linguistique et écriture transcrissive, nous propose une formidable incursion dans l'imaginaire de la langue, de la truculence de Rabelais au néologisme de Ducharme, en passant par l'argot sélinien et le créole de Patrick Chamoiseau. » Oui, ben, je ne peux rien ajouter à ça. C'est très gentil. C'est très bien. En fait, j'ai eu le privilège de publier ce livre dans une collection Point au Seuil. Donc, il y a une grande diffusion. Et c'est ça. C'est un livre qui a beaucoup circulé. Et je me suis lancée dans ce grand projet de répertorier le rapport à la langue tel qu'il apparaît dans les textes des écrivains, comment chaque écrivain parle de son outil, la langue, depuis Rabelais, et comment il l'utilise. Je donne quelques exemples de l'usage de la langue à travers les siècles. C'est une pensée de la langue à travers les siècles. Et j'ai deux chapitres. Les 2 derniers chapitres portent sur les littératures francophones. Toutes ces réactions, c'est tous les textes qui ont été écrits sur la langue. Et je pense que c'est ça. C'est une traversée de la littérature à 5 travers... siècles, c'est long. Oui, mais depuis les débuts de la langue française. Depuis les tout débuts, depuis du Bellay. C'est un résumé. Votre roman « Et toi, comment vas-tu ?» Donc là, c'est une publication de 2021 chez les éditions Léméac, coïncide avec le deuil à la suite du décès de votre mère, paix à son âme. Cet épisode douloureux vous a tellement marqué au point d'écrire ce livre. D'ailleurs, le titre « Et toi, comment vas-tu ?» est sa dernière parole qu'elle vous a adressée. Cette situation intimiste vous conduit à aller plus loin,
pour rendre hommage à d'autres femmes québécoises, les filles du roi qui ont émigré depuis la France vers le Québec depuis 1656, et d'autres femmes ayant vécu au Québec dans les années qui ont suivi. Lise Gauvin, qu'est-ce que ce livre a réussi à régler chez vous? Qu'est-ce que ça a réussi à régler? Ça, c'est sans doute une bonne question. Quand les questions sont bonnes, on ne sait pas trop comment y répondre. Ça, je ne sais pas si ça a réglé quelque chose. Je ne l'ai pas fait pour ça. Je l'ai fait surtout pour montrer comment les femmes vivaient en différentes époques. En fait, j'ai assisté, c'est un récit, j'ai assisté aux 5 jours d'agonie de ma mère, qui était inconsciente, puis le dernier mot que j'ai entendu d'elle, c'est ça, « Et toi, comment vas-tu? » au téléphone. Elle venait d'avoir demandé à son médecin d'arrêter les traitements, et tout de suite après, elle est tombée inconsciente. Alors, je l'ai revue inconsciente. Et pendant que je la veillais, pendant ces 5 jours-là, j'entendais les voix des gens de diverses générations. Ma génération, celle de ma mère, celle de ma grand-mère, et ensuite j'ai fait comme si je connaissais la vie de la première qui est arrivée au Québec en 1665, la première immigrante, et qui faisait partie d'une cohorte de filles du roi parce qu'ils avaient un peu d'argent, enfin un peu d'aide donnée par Louis XIV pour venir peupler la colonie française à ce moment-là. Elle est arrivée en 1665 à 15 ans. Alors, je montre les femmes à différentes époques de leur vie. Les mêmes femmes, je les vois à plusieurs époques, à 5 ans, ensuite à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans, et à 70 ans, parce qu'elles sont toutes rendues au moins à 70 ans. Et j'essaie de montrer la différence dans la vie des femmes. Et je ne sais pas si ça a libéré quelque chose en moi, mais ça m'a fait du bien d'écrire ça. Je l'ai écrit avec joie. J'étais contente j'aimais retracer ceci. Remarquez que c'est un peu... c'était aussi le projet d'Assia Djebar dans Vaste et la prison. Je pense qu'on a peut-être ce besoin, quand on est une femme qui écrit, de remonter un peu les années pour voir à quel point la situation a changé, fort heureusement, la situation des femmes, parce que ne serait-ce que le droit de voter qui est arrivé assez tard au Québec en 1944. C'est vraiment, on a fait du chemin. Ben oui. Voilà. Mais c'est ça. C'était aussi pour montrer mon admiration pour toutes ces femmes, ces générations. Il me semble qu'il y a un autre titre dont vous aimeriez nous en parler. Alors oui, j'ai publié... Le titre est juste l'année, l'éditeur et l'année d'édition. Mémoire d'Encrier, en quelle année? 2024. 2024, donc la francophonie au féminin. Oui, un espace à inventer. Un espace à inventer. Oui. Parfait. Ce sont les textes d'une rencontre que j'ai co-organisée en avril 2024 avec le Parlement des écrivaines francophones et cette rencontre a eu lieu à Montréal dans le cadre du festival Métropolis Bleu. Et nous étions une vingtaine d'écrivaines de tous les pays, dont une partie était des Québécoises, mais il y en avait 12 qui venaient de l'extérieur du Québec. Et c'est une réflexion sur ce que la francophonie peut apporter au monde, la francophonie au féminin peut apporter, quelle dimension on veut donner, et puis quels sont les objectifs de ce Parlement des écrivaines francophones qui a été créé en 2018 par Faouzia Zouari et d'autres, et c'était créé à Orléans, et qui veut regrouper les femmes écrivaines. Nous sommes maintenant près de 200, et nous voulons créer une forme de sororité entre les femmes qui écrivent, et aussi nous sommes là pour défendre les femmes qui sont emprisonnées, et pour faire entendre la voix des femmes, qui est
souvent encore beaucoup trop silencieuses. Il y a des femmes qui encore n'ont pas accès à la parole. Et nous, on crée des occasions, on crée des lieux de parole pour les femmes. On crée des événements, et des rencontres, des lectures publiques. On en a fait aussi au Salon du Livre de Montréal. Dans la suite de cette édition-là, on a fait même une lecture collective qui s'appelait La femme dans tous les États. Et alors vraiment, c'est un lieu de rencontre, de solidarité pour donner la parole aux femmes, le point de vue des femmes, faire entendre le point de vue des femmes écrivaines. Parlement des écrivaines francophones. Très bien. On revient à cette question de langue. Vous écrivez que le modèle anglo-saxon repose sur un système éditorial décentré, réparti sur plusieurs continents. Tel n'est pas le cas de la production littéraire de la langue française, coincée dans son centralisme parisien. Également, vous critiquez les prix littéraires parisiens attribués à des auteurs venus d'ailleurs, mais tous publiés par de grandes maisons d'édition parisiennes. Y aurait-il une alternative à ce problème? En fait, j'ai écrit cette réflexion-là à partir du manifeste intitulé Pour une littérature monde en français, publié par des écrivains en 1987 dans le journal Le Monde. Et dans ce manifeste, on disait... il y a maintenant une littérature monde en français, la francophonie n'existe plus, et on disait la preuve qu'il y a cette littérature monde en français, c'est que tous les prix littéraires de l'automne étaient donnés à des écrivains venus d'ailleurs, mais publiés par les grandes maisons d'édition françaises. Alors, c'était un peu une contradiction dans les termes. Alors moi, je pense qu'il y aura vraiment une littérature monde en français quand les livres circuleront d'une littérature à une autre. Et je pense qu'on en vient peu à peu à ça. Je pense que Mémoire d'Encrier est un bon exemple parce que maintenant, l'éditeur est publié et aussi diffusé en France et dans la francophonie. C'est des questions de distribution, de diffusion, mais nos livres québécois ont eu beaucoup de mal à sortir du Québec, de leur lieu d'édition. Et donc, pour circuler en France, souvent, il fallait avoir, comme on peut l'avoir, moi je l'ai eu pour le roman aussi, c'était publié aux Éditions des Femmes à Paris. Et toi, comment vas-tu? De la double édition. Il y avait la question de la double édition qui règle un certain nombre de problèmes, mais des maisons d'édition maintenant, comme Mémoire d'Encrier et comme La Peuplade, qui est une autre maison d'édition qui existe depuis quelques années, ont une diffusion plus large. Alors, je pense qu'on en arrive à ça progressivement, mais c'est un peu complexe. Je veux dire, il faut arriver à trouver des créneaux. Et la librairie française est un peu frileuse, était jusqu'à maintenant un peu frileuse, n'acceptait que les maisons publiées que les livres publiés par des maisons d'édition françaises, sauf la librairie du Québec à Paris, qui est une antenne très importante pour la littérature québécoise. Donc, la circulation des livres, c'est un problème en soi qui n'est pas complètement réglé encore, mais je pense qu'on y arrive progressivement. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une littérature monde en français simplement parce que les livres écrits par des écrivains venus d'ailleurs sont publiés à Paris. Vous avez évoqué le modèle anglo-saxon, par exemple. Oui. C'est beaucoup plus décentré. C'est-à-dire qu'on peut parler des places New York, oui. Londres, oui. Sydney, en Australie. Tout à fait. Il y a plusieurs centres. Okay. Tandis que Paris reste quand même le centre de l'édition en français. Un genre de monopole. Non, c'est pas un monopole, mais je pense que la situation de Paris est quand même restée centrale. Je pense que c'est un fait, on ne peut pas le nier. En collaboration avec le sociolinguiste Jean-Marie Klinkenberg, vous avez réalisé un groupe de recherche interuniversitaire sur les interactions entre les langues
et littérature, le GRIL. Le groupe a permis la réalisation de 3 colloques, Montréal, Liège et Paris, 2 séminaires au Sénégal, en Afrique, un numéro de revue littérature et plusieurs ouvrages collectifs. Ça, c'est votre initiative pour participer donc à améliorer le sort de la littérature francophone? En fait, c'était des relations très spéciales, très privilégiées qu'on avait entre l'Université de Montréal et l'Université de Liège, qui nous a permis de faire ces colloques-là et ces éditions ensemble. Je pense que c'est comme ça que j'ai pu m'intéresser aux littératures francophones, en commençant par la Belgique. Ensuite, on a eu aussi des échanges avec le Sénégal, avec l'université Cheikh Anta Diop du Sénégal, des échanges aussi de colloques et tout. Et je pense que c'était très important de comparer nos situations éditoriales. Et pour les écrivains de Belgique, surtout de langue française de Belgique, surtout du groupe de Liège, ils trouvaient que la littérature québécoise avait une situation enviable parce que notre littérature, elle est enseignée dans les classes, elle a son système de reconnaissance publique, etc., les prix et tout. C'est une littérature qui est une institution bien constituée, qui est autonome jusqu'à un certain point, qui n'a pas besoin de Paris même. Elle existe dans son lieu d'origine. Tandis qu'en Belgique, la question est beaucoup plus difficile, ambiguë, sont trop proches de Paris, etc. Et ils ont une institution littéraire un peu moins fortement constituée que la nôtre. La question par exemple, des œuvres n'apparaît pas nécessairement dans les programmes scolaires. Mais tout ça est en train de bouger. Mais c'est comme ça que moi, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à des situations différentes de littérature, parce que c'est ça, à partir de la littérature québécoise, j'ai commencé à m'intéresser à la littérature québécoise à travers une revue qui s'appelait la revue Parti pris. J'ai écrit un livre là-dessus qui est tout le rapport, c'est ça, la situation québécoise telle que décrite par justement Miron et d'autres écrivains. Et ensuite, je pense que le fait de comparer avec la Belgique, ensuite avec d'autres lieux, c'était très... ça a été très nourrissant pour moi. J'ai élargi mon horizon littéraire vers toute la francophonie. Est-ce que ce groupe de recherche continue on de a produire? fait, plus ou moins. Mais en fait, j'ai organisé récemment un autre numéro de la revue Littérature, il y a 2 ans, sur les premiers romans des littératures francophones. Un numéro, c'est sur les commencements, les premiers romans publiés. Et là, Jean-Marie a écrit et on a dit que c'était aussi une manifestation de notre groupe. Mais on reste amis, on fait des choses ponctuelles comme ça. Mais le groupe n'est pas très actif en ce moment. On fait plus de colloques, quoi. Très bien. On arrive presque à la fin de notre échange. Quel impact espérez-vous avoir auprès de vos lecteurs? Je pense que je voudrais leur donner le goût de lire. C'est juste ça, de fréquenter des mondes en lisant, d'avoir plusieurs vies. Je pense que ça permet de vivre... D'avoir plusieurs vies. Les vies, on a des vies à travers les livres. À travers les livres, on élargit ses horizons et sa capacité de comprendre le monde. Je pense que c'est ça, le goût de lire. Je pense que le goût de comprendre, le goût de connaître. J'aimerais bien, si ça donne ce goût-là, j'aurais réussi. Et puis, voilà. Très bien. Un mot pour ce qui est des projets à venir. Les projets à venir. Il paraît que c'est Jean-Marie Leclésio qui disait que chaque fois... Qu'est-ce qu'il disait exactement? Il dit que chaque
on est un nouvel écrivain chaque fois qu'on écrit un nouveau livre. Alors, je me souhaite encore quelques nouvelles naissances. Ça, c'est la première chose. Et puis, ce que je souhaite aussi, c'est de continuer mon engagement là, à travers les activités du Parlement des écrivaines francophones pour faire entendre la parole au féminin. C'est cette parole, cette écriture au féminin, je pense qu'elle a besoin encore d'espace pour être entendue. Alors ça, c'est mon projet. Très bien. Un dernier mot, un dernier commentaire? Un dernier commentaire? Je ne sais pas si j'ai un dernier commentaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, là? Y aurait-il un message à transmettre aux jeunes créateurs d'aujourd'hui? Ben, il faut oser. Okay. Ne pas avoir peur. Il faut oser parce que je crois que chaque réalisation est un pas vers un mieux-être. Je pense qu'il faut oser créer des choses, créer des livres, ne pas avoir peur. Je pense que il faut laisser tomber les craintes et les tabous. Très bien. Lise Gauvin, merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé donc, pour le podcast Des idées et des ailes. Et puis, espérant avoir l'occasion de rééditer une autre rencontre à un autre moment. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Au revoir. Au revoir.